Bonsoir mes amis, bienvenue sur Rêves d'amour. Ce soir, laissez la pluie glisser doucement contre les fenêtres pendant que nous entrons dans une histoire de château, de silence, de secret et d'un amour que personne n'attendait plus. Derrière les grilles de Valombre, un cœur blessé croyait avoir tout oublié, mais certaines vérités savent attendre dans l'ombre comme une lettre enfermée trop longtemps dans un tiroir. Si cette histoire vous accompagne ce soir, pensez à aimer la vidéo et à vous abonner, seulement si vous aimez vraiment ces récits. Dites-moi aussi, doucement, depuis quel pays vous écoutez et quelle heure il est chez vous. Installez-vous bien, que votre respiration ralentisse. Cette nuit, au château de Valombre, la pluie ramène une femme que personne n'avait su aimer comme elle le méritait. La route vers le château n'était plus qu'un ruban de boue, luisant sous le ciel noir. Les peupliers tremblaient dans le vent, et Valombre apparaissait derrière la brume, avec ses tours sombres et ses fenêtres jaunes, comme une demeure qui veillait sans dormir. Élise marchait lentement. Sa robe de laine collait à ses chevilles. Son manteau ne retenait presque plus le froid. Pourtant, son bras demeurait ferme autour du petit garçon qu'elle portait contre elle. Il avait 6 ans. Ses cheveux bruns étaient mouillés sur son front et sa joue reposait contre l'épaule d'Élise avec cette confiance silencieuse que les enfants donnent aux mères fatiguées. Devant la grille, elle s'arrêta. Pendant un instant, elle ne tira pas la cloche. Elle regarda seulement les pierres du château, comme on regarde un lieu qui vous a gardé une part de jeunesse et rendu une blessure en échange. 10 ans plus tôt, elle était entrée ici avec un cœur plein d'espérance. Elle n'avait ni fortune ni nom illustre, mais elle possédait une dignité simple, une intelligence douce, et cette lumière intérieure que la pauvreté ne parvient pas toujours à éteindre. Elle avait aimé Gabriel de Valombre avant même de l'avouer à elle-même. Il était alors jeune, silencieux, déjà fier, mais son regard savait s'adoucir lorsqu'elle passait près de la bibliothèque ou du jardin d'hiver. Un soir, sous les tilleuls, il lui avait pris la main avec tant de gravité qu'Élise avait cru entendre une promesse plus profonde que les mots. Puis tout avait été brisé, une parole déformée, une accusation murmurée, une lettre jamais lue. Et Gabriel, blessé dans son orgueil, avait préféré croire le silence des autres plutôt que la vérité d'Élise. Elle entendait encore sa voix, froide et basse. « Partez, je ne veux plus vous voir. » Ce souvenir lui traversa le cœur, mais elle ne recula pas. Dans ses bras, l'enfant remua faiblement. « Maman, » murmura-t-il. Elle baissa les yeux vers lui. « Chut, Lucien, nous sommes arrivés. » Alors seulement, elle tira la chaîne de la cloche. Le son monta dans la nuit avec une lenteur grave. Il sembla traverser la cour et réveiller les portraits anciens derrière les fenêtres. Après quelques minutes, une lanterne apparut. Un vieux domestique s'approcha, courbé sous la pluie, et ouvrit la petite porte latérale. La lumière tomba sur le visage d'Élise. « Sainte Vierge, mademoiselle Élise ?» Elle inclina la tête. Elle n'était plus une jeune fille. La fatigue avait creusé son visage, et la pluie assombrissait les mèches collées à ses tempes. Mais sa manière de se tenir, même trempée, gardait cette noblesse que les titres ne donnent pas. « Bonsoir, Martin. Je demande seulement un abri pour cette nuit, pour l'enfant. » Le domestique regarda Lucien, puis détourna les yeux avec trouble. « Madame, le baron n'a pas été prévenu. Je le sais. Il pourrait refuser. » Élise observa les fenêtres éclairées du château. « Alors, il refusera à moi. Mais peut être pas un enfant fiévreux. » Martin n'eut pas le cœur de répondre. Il ouvrit la porte. Le grand hall avait la même odeur qu'autrefois. Pierre froide, bois ciré, cire chaude et fleurs fanées. Les pas mouillés d'Élise laissèrent de petites traces sombres sur les dalles, et elle sentit monter en elle une honte ancienne qu'elle repoussa aussitôt. Elle n'était pas venue mendier une place. Elle était venue sauver son fils du froid. Au fond de la cheminée, un feu brûlait doucement. Une servante apporta du linge sec, mais avant qu'Élise puisse le prendre, des pas résonnèrent dans l'escalier, lents, mesurés, autoritaires. Elle les reconnut avant même de lever les yeux. Le baron Gabriel de Valombre descendait les marches,
une main posée sur la rampe sombre. Ses tempes portaient quelques fils d'argent. Son visage, plus fermé qu'autrefois, semblait sculpté par les années et par une tristesse qu'il ne nommait jamais. Il portait du noir, comme si le deuil était devenu aussi son caractère. Il s'arrêta en voyant Élise. « Vous, ici, dit-il enfin. » Sa voix était basse. Elle ne criait pas. C'était pire. Elle avait le calme des portes que l'on ferme. Élise redressa le menton. « Je ne serais pas venu si j'avais eu un autre choix. 10 ans donnent pourtant le temps d'en trouver beaucoup. » Le silence qui suivit fut si lourd que même la servante baissa les yeux. Élise sentit la fatigue traverser ses jambes, mais elle demeura droite. « L'enfant est malade, monsieur le baron. Une nuit près du feu suffira. Demain, nous repartirons. » Gabriel descendit les dernières marches. Son regard glissa vers Lucien. Alors l'enfant ouvrit les yeux. Ils étaient gris, pas d'un gris quelconque. Le même gris profond que les portraits des Valombres, le même gris que celui de Gabriel lorsqu'il regardait la pluie au lieu de regarder son propre cœur. Le baron se figea. Lucien, à moitié réveillé, observa cet homme sombre. Puis il murmura « Maman, c'est lui, le monsieur de la lettre ?» Élise pâlit. Dehors, la pluie frappa plus fort contre les vitres, comme si la nuit venait d'entendre trop tôt une vérité gardée depuis 10 ans. Gabriel tourna lentement les yeux vers elle. Quelle lettre? Élise serra Lucien contre son cœur. Sa main tremblait, mais son regard ne se détourna pas. Pas ce soir, monsieur le baron. Ce soir, je vous demande seulement de ne pas laisser mon fils dormir sous la pluie. Le mot « fils » tomba entre eux avec une douceur terrible. Gabriel regarda l'enfant, puis la femme qu'il avait chassée sans écouter son cœur. Et pour la première fois depuis 10 ans, quelque chose derrière sa froideur commença à se briser. Gabriel ne répondit pas tout de suite. Il avait toujours eu cette manière de se taire, qui faisait reculer les autres, non parce qu'il élevait la voix, mais parce que son silence semblait plus dur qu'un jugement. Pourtant, ce soir-là, devant l'enfant trempé qui respirait avec difficulté contre l'épaule d'Élise, son visage perdit une infime part de sa froideur. « Martin, dit-il sans quitter Lucien des yeux, faites préparer la petite chambre près de la galerie S. Qu'on apporte du linge sec, du lait chaud, et que le médecin soit envoyé chercher dès l'aube. » Le vieux domestique inclina la tête avec un soulagement discret. « Bien, monsieur le baron. » Élise ferma les paupières une seconde. Ce n'était pas de la gratitude qu'elle voulait montrer trop vite. Depuis 10 ans, elle avait appris que remercier trop bas pouvait donner aux autres le sentiment qu'ils vous avaient sauvé. Elle n'était pas sauvée. Elle avait seulement obtenu une nuit de chaleur pour son enfant. « Je vous remercie pour lui, » dit-elle simplement. Gabriel entendit bien ces 3 mots, pour lui, non pas pour elle. Elle dressait encore, entre eux, cette muraille de dignité tranquille qui autrefois l'avait attirée avant de l'effrayer. La servante guida Élise vers un fauteuil près du feu. Lucien fut enveloppé dans une couverture de laine, ses petites mains serrées autour d'une tasse tiède qu'il ne parvenait pas encore à porter seul. Ses paupières retombaient sans cesse. De temps en temps, il regardait Gabriel avec cette curiosité grave des enfants qui sentent les secrets avant de les comprendre. Le baron demeurait debout, près de la cheminée. Les flammes éclairaient son profil, accusant la ligne sévère de sa mâchoire et la fatigue de ses yeux. Il n'avait jamais été un homme facile à approcher. Même dans sa jeunesse, quelque chose en lui semblait déjà surveiller le bonheur comme on surveille un voleur. Il était né dans une maison où l'on confondait souvent l'amour avec le devoir. Son père, ancien baron de Valombre, avait gouverné le domaine avec une froide exactitude. Sa mère, belle femme aux mains fines, était morte tôt, laissant derrière elle un parfum de violette et des lettres que personne ne relut jamais. Gabriel avait grandi parmi les portraits, les règles, les repas silencieux et les promesses que les hommes de sa lignée faisaient à la terre plutôt qu'aux êtres vivants. Puis, il y avait eu la trahison de son frère. Adrien, le cadet, charmant, dépensier, toujours aimé pour ce que Gabriel devait mériter, avait failli ruiner Valombre en signant de mauvais papiers et en fuyant avec une femme mariée. Le scandale avait laissé le père de Gabriel à demi brisé. Depuis ce jour, dans l'esprit du jeune baron,
L'amour était devenu une porte dangereuse. On l'ouvrait avec confiance, et l'on découvrait trop tard que le vent avait tout emporté. C'est dans ces années-là qu'Élise était entrée au château. Elle n'était pas noble. Elle venait du village voisin, fille d'un ancien maître d'école mort sans fortune. On l'avait engagée d'abord pour aider à la bibliothèque, classer les registres, lire aux vieilles tantes du baron lorsque leurs yeux se fatiguaient. Elle portait des robes simples, souvent reprises aux manches, mais elle avait une manière de toucher les livres comme si chaque page méritait respect. Gabriel l'avait remarqué sans vouloir l'admettre. Elle n'avait pas la beauté éclatante des femmes que l'on invitait au bal d'hiver. Sa grâce était plus lente, plus profonde. Elle apparaissait dans la manière dont elle écoutait avant de répondre, dans sa façon de rester droite lorsqu'un invité la traitait avec condescendance, dans ce sourire bref qu'elle offrait aux enfants des domestiques quand ils passaient trop près de la cuisine. Entre eux, rien n'avait été déclaré. Pas vraiment. Il y avait eu des conversations près des rayonnages, des silences sous les tilleuls, une main retenue une seconde de trop au moment de rendre un livre. Et puis, un soir de septembre, Gabriel lui avait demandé de rester après le dîner, dans le jardin d'hiver où les vitres retenaient encore la chaleur du jour. « Si le monde était différent, Élise, avait-il murmuré. Elle avait répondu, avec cette douceur courageuse qui le désarmait. Le monde n'est jamais différent, monsieur, mais les cœurs peuvent l'être. Il n'avait pas oublié cette phrase, même après l'avoir condamnée, car peu de temps après, une rumeur avait traversé le château. On disait qu'Élise avait cherché à obtenir la protection du baron par ambition. On disait qu'elle avait parlé de mariage, de nom, d'héritage. On disait surtout qu'elle avait été vue avec Adrien, revenu en secret au domaine, et qu'elle lui avait remis une lettre. Gabriel n'avait pas demandé à Élise. C'était cela, la faute qui revenait cette nuit, le frappait plus sûrement que la pluie contre les vitres. Il n'avait pas demandé. Il avait cru voir se répéter l'ancienne blessure familiale, le charme, le mensonge, la trahison, la ruine du nom. Alors il avait fermé son cœur d'un seul coup, comme on claque une porte avant que l'incendie n'entre. Quand Élise s'était présentée devant lui, pâle mais digne, il ne lui avait pas laissé le temps de parler. « Partez », avait-il dit. Elle avait sorti de son corsage une lettre pliée, mais il avait détourné les yeux. « Je ne lirai rien ». Elle avait alors remis la lettre dans sa poche, avec une lenteur que Gabriel se souvenait maintenant comme d'une douleur. « Un jour, monsieur, vous regretterez moins ce que vous avez cru que ce que vous n'avez pas voulu entendre. » Puis elle était partie. 10 ans. 10 ans pendant lesquels le château avait continué de vivre, mais d'une vie incomplète. Gabriel s'était marié ensuite, par devoir, avec une cousine lointaine à la santé fragile, une femme douce qu'il avait respectée sans jamais vraiment lui offrir son âme. Elle était morte 3 ans plus tard, et son absence avait laissé une maison encore plus silencieuse. Depuis, il n'avait plus ouvert les pièces du bonheur. Et voilà qu'Élise revenait, portant dans ses bras un enfant aux yeux de Valombre. La petite voix de Lucien s'éleva près du feu. « Maman, il fait moins froid ici. » Élise passa une main sur ses cheveux mouillés. « Oui, mon cœur, repose-toi. » Gabriel sentit ce mot simple, « mon cœur », l'atteindre d'une manière étrange. Il avait entendu bien des prières, des compliments, des discours, mais cette tendresse murmurée à un enfant fiévreux semblait plus vraie que tout ce qui avait rempli le château depuis des années. Il fit quelques pas vers elle. « Vous dites que vous repartirez demain. Où irez-vous » Élise leva les yeux. Dans son regard, il y avait de la fatigue, mais aucune soumission. Là où l'on ne posera pas de questions à mon fils. Et à vous, les questions que l'on me pose ne me blessent plus autant. J'ai appris à survivre au regard. Gabriel serra la main sur le dossier d'un fauteuil. Vous auriez pu écrire. Un sourire presque triste passa sur le visage d'Élise. Je l'ai fait. Le feu craqua doucement. Je n'ai jamais reçu de lettre de vous. Elle le regarda longtemps. Ce regard ne l'accusait pas avec violence. Il était plus terrible encore, parce qu'il portait la lassitude d'une vérité trop longtemps refusée. Non, monsieur le baron, vous n'avez jamais voulu la recevoir. Au même instant, Lucien tourna son petit poignet hors de la couverture. Un ruban bleu, usé par les années,
apparut sous la lumière du feu. Gabriel devint immobile. Il connaissait cette couleur. Il connaissait ce ruban. Gabriel ne fit aucun geste pour toucher le ruban. Sa main demeura suspendue, puis retomba lentement contre son côté, comme si ce simple morceau d'étoffe avait pesé plus lourd qu'une pierre tombale. Élise le vit pâlir. Elle comprit aussitôt que la nuit venait de s'ouvrir un peu trop. Le ruban bleu n'aurait pas dû apparaître si tôt, pas sous les yeux de cet homme encore enfermé dans ses certitudes. Elle ramena doucement la couverture sur le poignet de Lucien. « Il a besoin de dormir, dit-elle. » Sa voix resta calme, mais Gabriel y entendit un ordre. C'était la voix d'une mère qui, après avoir traversé trop d'hivers, savait distinguer ce qui pouvait attendre de ce qui ne le pouvait pas. Lucien ferma les yeux. Son front brûlant se posa contre le bras d'Élise. Elle baissa la tête et l'embrassa à la tempe avec une tendresse infiniment douce. « La chambre est prête, madame, » murmura la servante. Élise se leva avec précaution. La fatigue fit trembler ses genoux, mais elle resserra son étreinte autour de l'enfant et refusa l'aide que Martin lui offrait. « Je peux le porter. » Gabriel la regarda traverser le hall. Elle était trempée, épuisée, presque sans force, et pourtant rien en elle ne semblait vaincu. Il se souvint d'une jeune fille qui montait les escaliers de la bibliothèque avec une pile de livres contre elle, pendant que les dames invitées riaient de ses souliers trop simples. Élise n'avait pas baissé la tête ce jour-là. Elle avait continué son chemin, droite et silencieuse, comme si la pauvreté était une circonstance, non une honte. Cette même dignité marchait devant lui maintenant, plus grave, plus meurtrie, mais intacte. La petite chambre près de la galerie et donnait sur les jardins, dont on ne voyait ce soir que les ombres agitées par la pluie. Une cheminée étroite y répandait une chaleur fragile. Sur une table, quelqu'un avait posé une bassine d'eau tiède, du linge blanc et une tasse de lait sucré. Élise déposa Lucien sur le lit. Le garçon s'accrocha un instant à sa manche. « Tu restes ? » ?»« Bien sûr, je reste. Même si le monsieur est fâché ?» Élise eut un sourire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. « Les grandes personnes sont parfois fâchées contre des souvenirs, mon ange, pas toujours contre nous. » Gabriel, resté sur le seuil, entendit la phrase. Elle ne l'excusait pas. Elle ne l'accusait pas non plus. Elle le plaçait devant la petitesse de son propre cœur, sans hausser le ton. Lorsque Lucien fut changé, enveloppé dans une chemise sèche trop grande pour lui, il sombra dans un sommeil inquiet. Sa respiration sifflait légèrement. Élise resta assise au bord du lit, une main posée sur sa poitrine pour sentir chaque souffle. Gabriel entra enfin. « Depuis combien de temps est-il malade ? » « 3 jours. Vous auriez dû demander de l'aide plus tôt. » Elle tourna vers lui un regard lent. « À qui, monsieur le baron ?» Il ne répondit pas. La pluie remplit le silence. Dans le couloir, les pas des domestiques s'éloignèrent. Il ne resta que la chambre, le feu, l'enfant, et ces 2 êtres que 10 ans avaient séparés sans parvenir à les rendre étrangers. Élise reprit plus bas. « Nous avons quitté Saint-Aubin il y a 8 jours. La maison où je travaillais a été vendue après la mort de la vieille dame que je soignais. Son neveu n'avait pas besoin d'une lectrice, encore moins d'une femme accompagnée d'un enfant. Vous travaillez comme lectrice, comme lingère, comme garde-malade quand il le fallait. Les noms changent selon les maisons. Le besoin, lui, reste le même. » Gabriel baissa les yeux. « Et le père de l'enfant ?» La main d'Élise se crispa à peine sur le drap. Ce mouvement, si léger qu'un autre ne l'aurait pas vu, suffit à lui répondre qu'il venait de toucher la plaie. « Lucien n'a jamais manqué d'amour, dit-elle. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. C'est pourtant la seule réponse qui compte ce soir. » Il y avait dans sa voix une fermeté douce qui l'empêcha d'insister. Élise ne fuyait pas par faiblesse. Elle choisissait le moment de la vérité. Elle avait appris à ne plus livrer son cœur aux mains de ceux qui ne savaient pas le recevoir. Gabriel s'approcha de la fenêtre. La pluie dessinait des chemins tremblants sur le verre. Le jardin où il avait jadis tenu la main d'Élise n'était plus qu'un lac d'ombre. Il se demanda combien de nuits semblables elle avait traversées sans toit sûr, sans nom pour la protéger. « Pourquoi venir ici ?» demanda-t-il enfin. « Après tout,
ce que vous pensez que je vous ai fait. Élise ne quitta pas Lucien des yeux, parce qu'il a demandé à voir le château. Depuis qu'il s'est parlé, il me demande pourquoi je garde une vieille lettre et un ruban bleu dans la même boîte. Je lui ai dit que certains souvenirs doivent attendre que les adultes deviennent assez courageux pour les regarder. Mais ces derniers jours, avec la fièvre, il répétait un nom, Valombre. Il voulait voir les tours dont je lui avais parlé. Vous lui avez parlé de moi. Je lui ai parlé d'un homme qui aimait les livres, les jardins après la pluie et les silences plus que les balles. Je ne lui ai pas parlé de l'homme qui m'a chassé. Les enfants ne doivent pas porter les fautes des adultes. Ces mots touchèrent Gabrielle avec une violence silencieuse. Il aurait préféré qu'elle le haïsse. La haine lui aurait donné un mur contre lequel se défendre. Mais cette retenue, cette manière de préserver l'enfant même de la vérité la plus amère, le laissait sans armure. Élise ajusta la couverture sur Lucien. « Je ne suis pas venu reprendre une place, monsieur le baron. Je ne suis pas venu demander un nom, une fortune, ni une réparation prononcée devant vos domestiques. Je suis venu parce que mon fils tremblait dans mes bras, et parce qu'une mère digne peut tout supporter, sauf de voir un enfant payé pour l'orgueil des autres. » Dans le sommeil, Lucien murmura un mot indistinct. Sa petite main chercha celle d'Élise. Elle la prit aussitôt. Alors Gabrielle comprit quelque chose de simple et d'insupportable. Cette femme, qu'il avait crue ambitieuse, n'avait jamais rien demandé pour elle-même. Et être était-ce précisément cela qu'il n'avait jamais su entendre. Le sommeil de Lucien demeura agité une partie de la nuit. Par moments, ses lèvres bougeaient comme s'il parlait à quelqu'un que les adultes ne pouvaient pas voir. Élise restait penchée sur lui, changeant le linge humide posé sur son front, lui murmurant de petites phrases qui n'avaient pas besoin d'être comprises pour consoler. Gabriel, lui, n'était pas parti. Il s'était assis près de la fenêtre, assez loin pour ne pas paraître envahir la chambre, assez près pourtant pour entendre la respiration de l'enfant. La lumière des chandelles tremblait sur ses mains jointes. Il regardait souvent le lit, puis détournait les yeux aussitôt, comme un homme qui craint de reconnaître une vérité avant d'y être invité. Le ruban bleu avait disparu sous la manche de Lucien, mais il semblait encore éclairer toute la pièce. Dans la famille de Valombre, ce bleu n'était pas un simple bleu. C'était la couleur que portaient les premiers-nés le jour de leur baptême, un ruban de soie pâlie, brodé autrefois par la mère de Gabrielle. Il avait été conservé dans un coffret d'ivoire, avec une médaille de la Vierge et une petite boucle de cheveux blonds appartenant à un enfant mort depuis longtemps. Gabrielle avait cru ce ruban perdu après le scandale d'Adrien, lorsque certains objets de famille avaient disparu avec lui. Et pourtant, il venait de le revoir au poignet d'un garçon de 6 ans. « Où avez-vous trouvé ce ruban ?» demanda-t-il enfin. Élise ne répondit pas tout de suite. Elle trempa le linge dans la bassine, l'essora lentement, puis le posa sur le front de Lucien avec une douceur mesurée. « Il ne m'appartient pas de répondre à cette question pendant qu'il souffre. Il porte un souvenir de ma maison. Être votre maison a-t-elle laissé plus de souvenirs derrière elle qu'elle ne le croit ?» Gabrielle ferma les yeux. Cette phrase, prononcée sans colère, avait la précision d'une lame fine. Il ne pouvait pas s'indigner. Il ne pouvait pas non plus l'oublier. À ce moment, la porte s'ouvrit avec un léger grincement. Martin entra, portant un plateau où fumaient 2 tasses de thé. Derrière lui se tenait Madame Rosalie, l'ancienne gouvernante du château. Elle avait servi la mère de Gabriel, puis Gabriel lui-même, et connaissait chaque drap, chaque clé, chaque portrait de Valombre, mieux que les membres de la famille n'avaient jamais connu leur propre cœur. Rosalie s'arrêta en voyant Élise. Son visage ridé se contracta d'émotion. « Mon enfant !» Élise se leva aussitôt, par respect. « Madame, Rosalie. » La vieille femme regarda Lucien. Ses yeux se posèrent sur le visage du garçon, sur la ligne de son nez, sur ses paupières lourdes, puis sur la boucle brune collée à sa tempe. Elle porta une main à sa bouche. « Seigneur, Gabriel se raidit. Rosalie. » Mais la gouvernante n'écoutait déjà plus l'avertissement contenu dans son ton. Elle s'approcha du lit, doucement, comme on s'approche d'un berceau dans une chapelle.
Lucien ouvrit à demi les yeux. Voyant cette vieille femme penchée vers lui, il ne pleura pas. Il demanda seulement « Vous aussi, vous habitez le château ?» Rosalie eut un sourire tremblant. « Oui, petit monsieur. Depuis bien longtemps. » Le mot « petit monsieur » remplit la chambre d'un malaise tendre. Élise détourna le visage. Gabriel sentit son cœur battre plus fort. Lucien leva faiblement son poignet. « Maman dit que je dois garder le ruban pour me souvenir. » Rosalie pâlit davantage. « Me souvenir de quoi, mon ange ?» L'enfant chercha sa mère du regard, comme s'il savait qu'il entrait dans une pièce interdite. Élise posa sa main sur la sienne. « Pas maintenant, Lucien, dors. » Mais il était déjà dans cette fatigue où les enfants disent parfois ce que les adultes enferment, de la dame qui chantait quand maman pleurait, et du monsieur de la lettre. Gabriel se leva. « Quelle dame ?» Élise ferma les paupières. Rosalie, elle, semblait avoir compris avant tout le monde. Ses yeux se tournèrent vers la cheminée, vers le portrait accroché au-dessus, celui de la mère de Gabriel. Une femme au visage doux, portant autour du cou une chaîne d'or fine où brillait un petit médaillon ovale. Sur la table de chevet, près des affaires trempées d'Élise, une petite bourse de tissu était posée. Lucien la montra du doigt. « Le bijou est là. » Élise murmura « Lucien ?» Trop tard. L'enfant, avec cette innocence qui ne sait pas encore craindre les conséquences de la vérité, tira la bourse vers lui. Le nœud se défit presque seul. Un médaillon d'or glissa sur le drap, suivi d'une lettre pliée, jaunie au bord, protégée par un morceau de toile. Le silence devint profond. Gabriel regarda le médaillon comme si une morte venait de parler. Il connaissait cet objet. Sa mère ne le quittait jamais. À l'intérieur, il y avait autrefois 2 minuscules portraits, celui de son époux et celui de Gabriel enfant. Après sa mort, le médaillon avait disparu, et son père avait accusé Adrien de l'avoir vendu pour payer une dette. Gabriel tendit la main, mais Élise posa doucement ses doigts sur la lettre. Non, ce seul mot l'arrêta. Elle ne le prononçait pas pour cacher la vérité. Elle le prononçait parce qu'après 10 ans de silence imposé, elle voulait choisir elle-même l'instant où son histoire serait enfin entendue. « Ce médaillon m'a été confié, dit-elle, la voix basse, et cette lettre aussi. Mais vous ne les lirez pas comme on ouvre un tiroir oublié. Vous les lirez seulement lorsque vous serez prête à entendre ce que vous avez refusé d'entendre autrefois. » Gabriel la fixa. Dans ses yeux, il n'y avait plus seulement de la méfiance. Il y avait une peur plus nue, presque enfantine, celle de découvrir que toute sa vie de certitude avait été construite sur une injustice. Rosalie se signa doucement. Dehors, les cloches de l'église lointaine sonnèrent 2 heures du matin, perdues dans la pluie. Lucien, épuisé par son propre aveu, se rendormit avec le ruban bleu serré contre sa poitrine. Et dans cette petite chambre du château de Valombre, une lettre ancienne attendit encore quelques heures, mais plus personne ne put prétendre qu'elle n'existait pas. Après le son lointain des cloches, la chambre sembla devenir plus étroite, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle autour du lit de Lucien. La lettre reposait de nouveau dans la petite bourse de toile. Élise l'avait nouée avec soin, d'un geste lent, puis l'avait placée sous son châle, près de son cœur. Gabriel n'avait pas protesté. Ce silence surprit Rosalie autant qu'Élise. Autrefois, le baron aurait exigé. Il aurait parlé de son nom, de ses droits, de sa maison. Mais cette nuit, devant l'enfant qui dormait avec peine, et cette femme qui avait tout perdu sans perdre sa hauteur d'âme, il sentit que certains droits deviennent honteux lorsqu'ils arrivent trop tard. Madame Rosalie posa le plateau sur la table. « Buvez, mon enfant, » dit-elle doucement à Élise. « Vous tremblez depuis votre arrivée. » Élise voulut répondre qu'elle n'avait pas besoin de thé, mais ses doigts glacés la trahirent. La tasse chaude, placée entre ses mains, lui arracha un petit frisson. Elle baissa les yeux vers l'infusion ambrée, où la lumière des chandelles dansait comme un souvenir fragile. « Merci, » murmura-t-elle. Gabriel remarqua que sa voix était presque épuisée. Jusqu'alors, il avait surtout vu sa dignité, cette armure invisible qui l'empêchait de plier.
Mais sous l'armure, il y avait une femme qui avait marché sous la pluie, porté un enfant malade, affronté une porte qu'elle avait toutes les raisons de haïr. Rosalie s'approcha de Lucien et toucha son front. La fièvre est encore forte. Il faudrait du sirop de sureau. Il en reste peu, être dans l'armoire de l'ancienne chambre de madame votre mère. À ces mots, Gabriel releva la tête. Depuis la mort de sa mère, cette chambre n'était presque jamais ouverte. On y gardait des étoffes, des lettres triées par année, quelques flacons, un parfum séché et la poussière douce des choses auxquelles personne n'ose toucher. « J'irai, dit-il. Rosalie le regarda, surprise. « Monsieur le baron, je peux demander à Martin ? » ?»« Non, j'irai moi-même. » Il sortit avant que quelqu'un puisse répondre. Dans le corridor, la nuit était froide. Les chandelles fixées au mur éclairaient les portraits d'ancêtres, dont les yeux semblaient suivre Gabriel avec une sévérité ancienne. Ses pas résonnaient sur les dalles, réguliers d'abord, puis plus lents lorsqu'il approcha de la chambre de sa mère. Il n'y était pas entré depuis des années. La clé tourna avec un petit bruit sec. Une odeur de lavande fanée et de bois clos l'accueillit. Tout était demeuré presque intact. Il se souvint soudain d'une image très simple. Sa mère posant un ruban bleu dans ses cheveux lorsqu'il était enfant, et sa voix lui disant que les hommes vraiment nobles ne sont pas ceux qui commandent, mais ceux qui protègent sans humilier. Gabriel resta immobile. Protéger sans humilier. Avait-il jamais su le faire? Il trouva le flacon de sirop dans l'armoire, enveloppé dans un linge brodé. À côté, un petit coffret d'ivoire vide attira son regard. C'était là, autrefois, que dormaient le ruban bleu et le médaillon. L'absence de ces objets ne lui parut plus seulement un vol ancien, elle ressemblait à une phrase dont il n'avait jamais lu la fin. Lorsqu'il revint dans la chambre de Lucien, Élise était debout près du lit. Elle avait retiré son manteau mouillé, et Rosalie lui avait prêté une robe de chambre sombre. Ses cheveux, détachés pour sécher, tombaient sur ses épaules avec une simplicité qui la rajeunissait et la rendait plus triste encore. Gabriel s'arrêta sur le seuil. Pendant une seconde, il revit la jeune femme du jardin d'hiver. Puis l'image se dissipa, remplacée par celle d'une mère fatiguée qui ne lui devait plus rien. « Le sirop », dit-il seulement. Élise prit le flacon. « Merci. » Elle versa quelques gouttes dans une cuillère, mais la main de Lucien repoussa faiblement le remède. Dans son sommeil, l'enfant tourna le visage, murmurant qu'il ne voulait pas. Gabriel s'approcha, sans brusquerie. « Permettez », Élise hésita. Tout en elle voulait protéger Lucien de cet homme dont l'orgueil avait jadis détruit sa vie. Mais elle vit dans le regard de Gabriel quelque chose d'inattendu. Non pas une autorité, ni une curiosité blessante, mais une patience presque maladroite. Elle lui tendit la cuillère. Le baron s'assit au bord du lit, à distance respectueuse d'Élise. Il se pencha vers Lucien. « Petit, » dit-il d'une voix basse, « ce remède n'a pas bon goût, je le sais. Quand j'étais enfant, je le détestais aussi. Mais ma mère disait qu'il donnait du courage au sang. » Lucien entr'ouvrit les yeux. « Votre maman aussi vous donnait du sirop ?» Le visage de Gabriel s'adoucit malgré lui. « Oui, et je faisais semblant de dormir pour ne pas l'avaler. » Une ombre de sourire passa sur les lèvres de l'enfant. Élise la vit, et Gabriel aussi. « Alors vous étiez désobéissant, » murmura Lucien. « Très désobéissant, mais seulement les soirs de fièvre. » Lucien accepta la cuillère. Élise détourna légèrement le visage. Ce geste, presque rien, la bouleversa plus qu'elle ne voulait l'admettre. Gabriel n'avait pas acheté son pardon par une grande déclaration. Il avait simplement parlé à son fils comme à un être précieux, avec une douceur qu'elle ne lui connaissait plus. Quand Lucien eut bu, Gabriel reposa la cuillère. L'enfant, déjà repris par le sommeil, murmura « Vous avez une voix moins froide quand vous parlez doucement. » Rosalie baissa les yeux pour cacher son émotion. Gabriel resta immobile. Cette phrase d'enfant venait de toucher une vérité que personne au château n'aurait osé lui dire. Il regarda Élise, mais elle gardait les yeux sur Lucien. Elle ne voulait pas lui offrir trop vite la consolation d'un regard attendri. Le feu craqua, le thé refroidissait dans les tasses.
Dehors, la pluie devenait plus fine. Gabriel se leva lentement. « Je resterai dans la pièce voisine jusqu'au matin. Si la fièvre monte, appelez-moi. » Élise répondit après un instant. « Je n'ai pas l'habitude d'appeler ceux qui m'ont déjà laissé partir. » Il reçut ces mots sans défense. Puis, très bas, il dit « Alors appelez pour lui. Pas pour moi. » Elle ne répondit pas. Mais lorsqu'il atteignit la porte, il entendit sa voix, presque inaudible. « Si la fièvre monte, je vous appellerai. » Ce n'était pas un pardon, ce n'était même pas une confiance. Mais dans le château où 10 ans de silence avaient tout desséché, c'était la première goutte d'eau offerte à une terre qui croyait ne plus pouvoir refleurir. L'aube ne vint pas tout de suite. Alors j'ai écrit cette lettre pour vous expliquer tout, pour vous dire que je ne voulais ni votre argent, ni votre nom volé à votre devoir. Je voulais seulement que vous me parliez avec vérité. Elle baissa les yeux vers le papier. Je l'ai confié à Rosalie pour qu'elle vous la remette. Mais Rosalie tomba malade cette nuit-là. La lettre resta dans le petit salon. Adrien la prit. Plus tard, il m'avoua l'avoir lue. Il me menaça puis fit courir une rumeur. Gabriel fit un pas en arrière. « Pourquoi ne m'avez-vous rien dit ?» Élise eut un sourire douloureux. « Je suis venu. Le lendemain matin. Vous souvenez-vous ?» Il s'en souvenait trop bien. Elle devant lui, pâle, les mains serrées contre son cœur. Lui, déjà rempli de soupçons. « Vous ne m'avez pas laissé parler, » continua-t-elle. « Vous aviez reçu un autre billet, imitant mon écriture. Il disait que je voulais profiter de vous, que je quitterais Valombre avec Adrien si vous refusiez de m'épouser. » Gabriel ferma les yeux. Ce billet, il l'avait brûlé avec une fureur froide, croyant brûler son amour. « Mon Dieu, je vous demande seulement de vous souvenir de mon visage ce jour-là. Avais-je l'air d'une femme triomphante? Avais-je l'air d'une intrigante ?» Il ne put répondre, parce qu'il s'en souvenait aussi. Élise n'avait pas supplié. Elle avait tenté une seule fois de parler. Puis, devant son refus, quelque chose s'était fermé dans son regard. Non pas l'amour, la confiance. Elle ouvrit enfin la lettre et la posa sous la lampe. « Lisez. » Gabriel prit le papier avec une main qui tremblait. Les mots d'Élise, écrits 10 ans plus tôt, étaient simples, prudents, bouleversants. Elle y parlait de sa peur d'être un obstacle, de son refus d'accepter une affection qui l'humilierait, de son désir de partir si sa présence devait déchirer sa famille. Et à la dernière ligne, elle avait écrit « Je vous aime assez pour ne rien prendre de vous que vous ne donniez librement. » Le papier trembla dans la main de Gabriel. Dans le lit, Lucien bougea doucement. Le ruban bleu glissa hors de la couverture, pareil à une réponse venue d'un autre temps. Gabriel leva vers Élise un regard défait. « Et le médaillon ?» Elle posa les doigts sur l'or froid. « Votre mère me l'a donné avant de mourir. Elle savait. Pas tout, mais assez. Elle m'a dit que, si un jour votre orgueil vous rendait aveugle, je devrais garder une preuve que Valombre avait eu, au moins une fois, confiance en moi. » La chambre sembla vaciller autour de lui. Sa mère, Élise, la lettre, Adrien, 10 années de silence. Tout se recomposait avec une lenteur cruelle. Élise reprit la lettre avec délicatesse, non pour la cacher, mais pour la préserver. « Voilà ce que vous n'avez pas reçu. Voilà ce que je portais quand vous m'avez chassé. » Il murmura. « Élise ?» Elle secoua doucement la tête. « Pas encore. Ne demandez pas pardon parce que la nuit vous émeut. Attendez que le jour se lève, monsieur le baron. Certaines fautes doivent être regardées en pleine lumière. » Et tandis que les premières lueurs grises apparaissaient derrière la pluie, Gabriel comprit que le plus douloureux n'était pas la trahison d'Adrien. Le plus douloureux était d'avoir choisi de ne pas écouter la seule personne qui lui disait la vérité. Le jour se leva sans soleil. Une clarté pâle glissa sur les vitres, mêlée à la pluie fine qui continuait de tomber sur les jardins de Valombre. Dans la chambre, Lucien dormait enfin d'un sommeil plus paisible. Sa petite main reposait ouverte sur le drap, comme s'il avait cessé, pour quelques heures, de retenir lui aussi un secret trop lourd. Élise avait replacé la lettre et le médaillon dans la bourse de toile. Elle ne les cachait plus vraiment.
Elle les gardait simplement près d'elle, comme on garde les restes d'une vérité qui a coûté trop cher. Gabriel, lui, avait quitté la pièce. Il n'avait pas fui avec colère. Il n'avait pas parlé avec hauteur. Il était sorti lentement, après avoir regardé l'enfant, puis Élise, sans trouver la phrase juste. Il aurait pu dire « pardon ». Le mot était là, au bord de sa bouche, fragile, attendu, nécessaire. Mais il sentit aussitôt combien ce mot serait pauvre s'il venait trop vite. Pardon, après 10 ans d'exil. Pardon, après une lettre refusée. Pardon, après une femme laissée seule sous le poids d'une accusation qu'il n'avait jamais vérifiée. Alors il se tut. Dans le corridor, la lumière grise rendait les portraits plus sévères encore. Les ancêtres de Valombre semblaient le suivre du regard, mais pour la première fois, Gabriel ne sentit aucune fierté à porter leur nom. Il marcha jusqu'à la galerie ouest, là où les fenêtres donnaient sur la cour intérieure. La pluie dessinait de petites couronnes dans les flaques. Sur les pierres, il crut revoir une silhouette jeune, droite, quittant le château 10 ans plus tôt, avec une lettre inutile contre le cœur. Il s'appuya au rebord d'une fenêtre. Ses mains tremblaient. Ce n'était pas la faiblesse d'un homme malade, c'était le tremblement d'une âme qui voit enfin la blessure qu'elle a faite. Il revit le matin où il avait chassé Élise. Il revit son propre bureau, les rideaux tirés, le faux billet brûlant dans la cheminée, la colère froide qui lui avait donné l'illusion d'être fort. Il revit Élise devant lui, pâle mais non vaincue, essayant de parler tandis qu'il refusait de l'entendre. Comme il avait été certain, les hommes orgueilleux aiment leur certitude parce qu'elle les dispense de la douleur de comprendre. Gabriel le savait maintenant. Il n'avait pas été trompé seulement par Adrien, il avait aussi été trompé par sa propre peur. Derrière lui, des pas lents approchèrent. Monsieur le baron, c'était Rosalie. Elle tenait dans ses mains une petite couverture pliée, mais Gabriel devina qu'elle n'était pas venue pour cela. « Vous saviez » demanda-t-il sans se retourner. La vieille gouvernante resta silencieuse un moment. « J'ai su trop tard. Et pas assez. » Il ferma les yeux. « La lettre devait passer par vous. » « Oui. Ce soir-là, j'ai eu une crise de fièvre. Je l'ai posée dans le petit salon, pensant revenir après quelques minutes. Quand je suis redescendu, elle n'y était plus. Le lendemain, mademoiselle Élise était partie. Vous aviez donné ordre qu'on ne prononce plus son nom. Gabriel baissa la tête, et vous m'avez obéi. Rosalie répondit doucement. J'ai obéi au maître du château. Mais je n'ai jamais été en paix avec cette obéissance. Ces mots ne cherchaient pas à le blesser. Ils le firent pourtant, parce qu'ils étaient vrais. Le silence de Valombre n'avait pas été seulement le sien. Il avait contaminé toute la maison. Même ceux qui doutaient s'étaient tus devant sa volonté. « Ma mère lui avait donné le médaillon, » murmura-t-il. « Madame, votre mère aimait les âmes droites. Elle voyait clair dans les cœurs fatigués. Elle avait compris qu'Élise n'était pas une ambitieuse. » Gabriel eut un rire très bref, sans joie. « Ma mère a mieux connu Élise en quelques semaines que moi en des mois. » Rosalie s'approcha de la fenêtre. La pluie éclairait ses yeux humides. « On connaît rarement ceux qu'on regarde à travers sa peur, monsieur. » Il ne répondit pas. Cette phrase entra en lui lentement. Au bout du corridor, une porte entr'ouverte donnait sur l'ancienne chapelle privée du château. Gabriel s'y rendit sans savoir pourquoi. Peut-être parce que les lieux silencieux supportent mieux les aveux que les êtres vivants. La chapelle était petite, froide, presque oubliée. Quelques cierges dormaient dans une boîte près de l'autel. Il en alluma un. La flamme hésita, puis se redressa. Dans cette lumière pauvre, les pierres semblaient moins dures. Gabriel pensa à Lucien, au ruban bleu, à ses yeux gris qu'il avait regardés sans haine, seulement avec la confiance naturelle d'un enfant qui ne sait pas encore quels murs les adultes construisent autour de la vérité. Il se demanda ce qu'Élise avait raconté à Lucien pendant toutes ces années. Elle aurait pu faire de lui un juge, elle aurait pu nourrir son jeune cœur de rancune. Elle aurait pu lui dire que Valombre était une maison froide, que Gabriel était un homme sans bonté, que les nobles promettaient puis rejetaient. Mais non, elle lui avait parlé d'un homme qui aimait les livres et les jardins après la pluie,
Cette générosité, là le brisa plus sûrement qu'un reproche. Plus tard, lorsque le médecin arriva enfin du village, Gabriel revint vers la chambre. Il resta derrière la porte pendant que l'homme examinait Lucien. Il entendit des mots rassurants. Fatigue, refroidissement, repos, chaleur, quelques jours de soins. Rien qui condamne l'enfant. Rien qui oblige Élise à repartir dans l'urgence. Alors une joie discrète lui traversa le cœur, aussitôt suivie d'une peur plus profonde. Si Lucien pouvait rester, que ferait Élise? Et surtout, que méritait-il, lui, Gabriel? Quand le médecin sortit, Élise apparut sur le seuil. Ses traits étaient tirés, mais un soulagement doux éclairait enfin son visage. « Il ira mieux, » dit-elle. Gabriel voulut répondre qu'il était heureux, voulut dire qu'elle pouvait rester aussi longtemps qu'elle le voudrait, voulut s'agenouiller devant toutes les années perdues. Mais son orgueil, ou peut être sa honte, retint encore ces mots. « Je ferai préparer ce qui est nécessaire, » dit-il seulement. Le visage d'Élise se referma à peine. Elle avait attendu autre chose, être pas pour elle, mais pour la vérité. Et Gabriel vit passer cette ombre. Il comprit qu'il venait encore de choisir la prudence plutôt que le cœur. Élise inclina la tête. « Merci pour Lucien, encore une fois pour Lucien. » Elle rentra dans la chambre. Gabriel demeura seul dans le corridor, devant cette porte refermée doucement, non par colère, mais par lassitude. Il posa la main contre le bois. « Élise !» murmura-t-il, mais elle ne pouvait plus l'entendre. Et dans ce couloir où la pluie pâle tremblait sur les vitres, le baron de Valombre comprit que le regret n'était que le premier pas. Le plus difficile serait d'apprendre à aimer assez humblement pour ne plus demander à être pardonné avant d'avoir réparé. Le médecin recommanda le repos, la chaleur et cette patience douce que les adultes perdent souvent lorsqu'ils veillent un enfant malade. Lucien devait rester au lit plusieurs jours. La fièvre, disait-il, n'était plus dangereuse, mais le petit corps avait été trop fatigué par la route, le froid et les nuits sans sommeil. Élise écouta chaque mot avec attention. Elle ne posa pas beaucoup de questions. Depuis longtemps, elle avait appris à comprendre vite ce qui concernait Lucien. Un enfant fragile vous enseigne à lire les souffles, les silences, les petits plis d'un front mieux qu'un livre ouvert. Gabriel, lui, se tenait près de la fenêtre. À chaque parole du médecin, il sentait monter en lui un soulagement presque douloureux. Lucien vivrait. Lucien resterait au château, au moins quelques jours, et avec lui, Élise ne partirait pas encore. Cette pensée l'émut et lui fit honte en même temps. Après le départ du médecin, Rosalie fit porter un bouillon clair, du linge propre et une couverture plus chaude. La chambre prit alors une douceur inattendue. La pluie continuait, mais elle ne frappait plus les vitres avec la même violence. Elle semblait tomber pour apaiser, non pour menacer. Lucien se réveilla vers le milieu de l'après-midi. Ses yeux étaient moins brillants de fièvre. Il regarda le plafond, puis les rideaux, puis le feu, avant de tourner la tête vers Élise. « Nous sommes encore au château ?»« Oui, mon cœur. »« Le monsieur n'est plus fâché ?» Élise posa une main sur sa joue. Le monsieur réfléchit. Lucien sembla accepter cette réponse. Les enfants savent parfois que réfléchir est une manière silencieuse de souffrir. Son regard glissa vers Gabriel, qui se tenait toujours en retrait, comme s'il craignait d'approcher trop près d'une tendresse qu'il ne méritait pas encore. « Vous êtes le monsieur de la lettre, » dit l'enfant. Gabriel sentit son cœur se serrer. « Oui, Lucien, je crois que je le suis. » Le garçon fronça légèrement les sourcils, avec cette gravité délicate que la maladie donne aux enfants. Mais maman disait que le monsieur de la lettre n'était pas méchant. Seulement perdu. Gabriel regarda Élise. Elle détourna les yeux. Ce simple aveu, sorti de la bouche de Lucien, venait d'ouvrir une pièce encore plus secrète que celle du médaillon. Même dans l'exil, même dans l'injustice, Élise n'avait pas donné à l'enfant une image noire de lui. Elle avait protégé non seulement Lucien, mais aussi le souvenir d'un homme qui ne l'avait pas protégé. Gabriel s'approcha d'un pas. « Ta maman a été plus généreuse que je ne l'ai mérité. » Lucien réfléchit, puis demanda « Alors vous allez lire l'autre lettre aussi ?» Élise devint immobile.
Gabriel la vit se raidir. « Quelle autre lettre ?» demanda-t-il doucement. Lucien chercha sous l'oreiller, mais ses petites mains étaient encore faibles. Élise voulut l'arrêter, puis s'interrompit. Quelque chose dans son visage céda enfin, non pas sa dignité, sa solitude. « Il est temps, murmura-t-elle. Elle se leva, alla vers son vieux sac posé près de l'armoire, et en sortit une enveloppe plus épaisse, scellée autrefois d'une cire brune, maintenant brisée. Le papier avait été plié et déplié tant de fois que ses bords semblaient presque de tissu. « Celle-ci n'est pas de moi, dit-elle. Gabriel prit l'enveloppe. Il reconnut aussitôt l'écriture. Adrien, le nom de son frère, même muet, traversa la chambre comme un courant froid. Pendant 10 ans, Gabriel avait essayé de ne plus penser à lui. Adrien était devenu une honte familiale, puis une absence, puis un mort dont on parlait seulement à voix basse. On disait qu'il avait fini misérablement dans le sud, après des dettes et des fièvres. Gabriel n'avait jamais voulu savoir davantage. Il ouvrit la lettre. Les premières lignes étaient tremblées, comme écrites par un homme malade. « Mon frère, si ces mots te parviennent un jour, c'est que la femme que tu as condamnée aura été plus loyale que moi. Je t'ai menti. J'ai pris la lettre d'Élise. J'ai imité sa main. J'ai laissé croire qu'elle voulait ton nom, parce que je voulais te blesser comme je croyais que tu m'avais toujours jugé. » Gabriel dut s'asseoir. Il continua. « Elle ne m'a jamais aimé. Elle ne t'a jamais trahi. Quand je suis revenu plus tard, ruiné, malade, tenant dans mes bras un enfant que sa mère mourante m'avait confié, c'est encore Élise qui n'a pas détourné les yeux. Elle a pris Lucien parce que je n'avais plus ni maison, ni honneur, ni force. Elle a accepté de l'élever sous son nom pour lui éviter la honte du mien. » La chambre disparut un instant autour de Gabriel. Il lut la suite d'une voix brisée, sans s'en rendre compte. « Lucien est un Valombre. Il est mon fils. Mais il est devenu le fils d'Élise par son amour, par ses veilles, par son pain partagé, par ses nuits sans sommeil. Si tu as encore un cœur, ne lui prends jamais cela, ne la traite jamais comme une menteuse. Elle a sauvé ce que notre famille avait abandonné. » Le papier trembla. Lucien regardait Gabriel avec confiance, sans comprendre toute la violence des mots, mais sentant que quelque chose d'important venait d'être rendu à la lumière. Gabriel leva les yeux vers Élise. « Vous avez élevé le fils d'Adrien seul ? » ?»« Oui. Après ce qu'il vous avait fait ?» Elle baissa le regard vers Lucien. « Un enfant ne naît pas coupable des fautes de son père. » Gabriel ne trouva pas de réponse. Il venait d'apprendre que Lucien n'était pas son fils, et pourtant une autre vérité, plus vaste, le bouleversait davantage. Cet enfant était Valombre par le sang, mais il était devenu noble par l'amour d'Élise. « Pourquoi ne pas être venu plus tôt ?» demanda-t-il. La voix d'Élise resta calme. « Parce que je ne voulais pas que Lucien entre ici comme une preuve jetée sur une table. Je voulais qu'il grandisse d'abord dans la tendresse, pas dans les contes d'une famille. Et parce que je savais que, si je revenais sans être entendu, vous verriez encore en moi une femme qui réclamait quelque chose. Et que réclamez-vous aujourd'hui ?» Elle regarda l'enfant endormi à demi. « Rien pour moi. Seulement qu'il sache un jour d'où il vient, sans avoir honte de celle qu'il a portée dans les bras quand personne ne voulait le reconnaître. » Lucien murmura alors, très doucement, « Moi, je sais. Maman, c'est maman, même si le château est grand. » Élise ferma les yeux. Gabriel baissa la tête, comme devant une vérité sacrée. La lettre d'Adrien reposait ouverte sur ses genoux. Elle venait de laver Élise de l'accusation ancienne, de rendre à Lucien un nom, et de montrer à Gabriel la grandeur d'une femme qu'il avait jugée trop pauvre pour être crue. Dans la lumière pâle de l'après-midi, il comprit enfin que la vérité n'était pas arrivée pour lui rendre ce qu'il avait perdu. Elle était arrivée pour lui apprendre ce qu'il n'avait jamais su mériter. La révélation ne fit pas de bruit. Aucun cri ne traversa la chambre, aucun domestique ne courut dans les corridors. La vérité entra dans Valombre comme une lumière pâle entre deux nuages, sans violence, mais avec une force à laquelle rien ne résistait. Élise resta près du lit, une main posée sur l'épaule de Lucien.
Le garçon, épuisé par l'émotion et la fièvre, s'était rendormi avec cette phrase encore suspendue autour de lui. « Maman, c'est maman ». Ces mots semblaient protéger la chambre plus sûrement que toutes les serrures du château. Gabriel tenait toujours la lettre d'Adrien. Ses yeux revenaient sur les lignes tremblées, comme si relire pouvait diminuer la faute. Mais chaque mot confirmait l'injustice. Élise n'avait pas trahi. Élise n'avait pas menti. Elle avait recueilli l'enfant de celui qui l'avait sali et l'avait élevé avec une patience que Gabriel, dans son orgueil, n'avait jamais su offrir. « Élise, dit-il. » Elle ne détourna pas les yeux. Son visage était calme. Mais ce calme n'était plus celui d'une femme qui attend qu'on la croie. C'était celui d'une femme qui, après avoir porté seule la vérité, n'a plus besoin de demander justice pour savoir qu'elle existe. « Je vous ai condamné, » murmura Gabriel. « Je vous ai laissé partir avec une accusation que je n'avais pas vérifiée. J'ai préféré croire un mensonge qui ressemblait à ma peur, plutôt qu'une vérité qui demandait mon courage. » Élise l'écouta en silence. Il aurait voulu qu'elle parle, qu'elle le reprenne, qu'elle lui offre la possibilité d'une réponse. Mais elle lui laissa tout l'espace de sa faute. Ce fut plus difficile. « J'ai cru protéger Valombre, » continua-t-il. « En réalité, je n'ai protégé que mon orgueil. Et pendant que je vivais ici, entouré de murs et de terre, vous portiez un enfant qui n'était même pas le vôtre par le sang, mais que vous avez aimé plus fidèlement que nous tous. » La bouche d'Élise trembla à peine. « Lucien est mon fils, dit-elle. Oui, ce oui. » Gabriel le prononça sans hésitation. Il comprit qu'il n'avait aucun droit de corriger ce lien, aucun droit de placer le sang avant les nuits de veille, les repas partagés, les fièvres traversées, les histoires racontées pour rassurer un enfant qui demandait pourquoi les autres avaient un père et pas lui. « Il est votre fils, » répéta-t-il, « et s'il porte un jour le nom de Valombre, ce devra être sans vous effacer. » Élise baissa les yeux vers Lucien. Pendant longtemps, elle avait craint cette maison. Non parce que ses pierres étaient froides, mais parce qu'elle savait ce que les familles puissantes pouvaient faire aux femmes pauvres lorsqu'un enfant devenait une question d'héritage. On pouvait sourire, remercier, puis prendre. On pouvait appeler cela protection, avenir. Mais au fond, une mère pouvait se retrouver seule devant une porte fermée. « Vous comprenez donc pourquoi je ne suis pas venue plus tôt, dit-elle. Gabriel sentit la honte descendre en lui comme une eau froide. « Oui, vous aviez peur que je vous prenne l'enfant. J'avais peur que vous croyiez réparer une faute en commettant une autre. » Il ne répondit pas, parce qu'il avait mérité cette phrase. La pluie devint presque silencieuse. La vie du château continuait, mais quelque chose, dans la chambre, exigeait une décision. Élise se leva. Elle prit la bourse de toile, y remit la lettre d'Adrien, la sienne, puis le médaillon. « Quand Lucien ira mieux, nous partirons, » dit-elle. Gabriel releva vivement la tête, puis se retint. Autrefois, il aurait ordonné. Cette fois, il comprit que la première preuve de son changement serait de ne pas retenir par la force ce qu'il désirait garder par amour. « Où irez-vous ? » ?»« Je trouverai une maison, un travail, comme je l'ai toujours fait. Vous n'avez plus besoin de fuir. » « Je ne fuis pas, monsieur le baron, je choisis. » Ces mots changèrent toute la pièce. Élise n'était plus la jeune femme chassée sous l'accusation. Elle n'était plus seulement la mère venue demander abri. Elle se tenait devant lui avec toute son histoire, ses blessures, sa tendresse et cette liberté intérieure que ni la pauvreté ni le mépris n'avaient détruite. Gabriel s'inclina légèrement, comme devant une reine sans couronne. « Alors choisissez en sachant ceci. Je ne réclamerai pas Lucien, je ne vous imposerai pas Valombre, mais je voudrais réparer ce qui peut l'être, pas pour effacer, car rien n'efface 10 ans, pour que l'avenir ne ressemble pas à ma faute. » Élise le regarda longuement. « Que signifie réparer ? Pour vous ?» Il resta silencieux. Réparer n'était pas offrir une chambre, une pension, un nom. Réparer, ce n'était pas couvrir la blessure d'or et de promesses. Réparer, c'était accepter de voir chaque jour ce qu'on avait brisé, sans demander à la personne blessée de consoler celui qui regrette. « Cela signifie, dit-il enfin, que je dirai la vérité à ceux qui ont entendu le mensonge.
que votre nom ne sera plus murmuré avec honte dans cette maison, que Lucien saura qui était son père, sans que cela diminue celle qui l'a élevé. Que je ne vous demanderai rien avant d'avoir appris à mériter votre confiance. » Élise sentit une fatigue immense monter en elle. Pendant 10 ans, elle avait imaginé ce moment sous 1000 formes, mais la vérité rendue ne lui donnait pas envie de triompher. Elle lui donnait seulement envie de poser enfin son fardeau. Ses yeux brillèrent. « Vous savez, Gabriel, il y eut des soirs où j'aurais voulu vous haïr. Cela aurait été plus simple. Mais Lucien dormait contre moi, et je ne voulais pas que mon cœur devienne une maison froide. Alors j'ai gardé seulement ce qui pouvait encore réchauffer. » Pour la première fois, elle l'appela Gabriel. Il reçut son prénom comme un pardon encore lointain, mais possible. « Élise, si vous partez, je ne vous en empêcherai pas, mais si vous restez quelques jours, le temps que Lucien guérisse, laissez-moi commencer par la vérité, pas par des promesses, par des actes. » Elle regarda le lit. Lucien dormait mieux. Sa respiration était calme. Sur son poignet, le ruban bleu dépassait de la couverture, non plus comme une accusation, mais comme un fil fragile entre deux vies. « Quelques jours, dit-elle, pour lui et pour la vérité. » Gabriel inclina la tête. Il comprit qu'il n'avait pas gagné son cœur. Il avait seulement reçu la permission de ne plus mentir. Et cela, après 10 ans de silence, était déjà une grâce. Les jours qui suivirent ne changèrent pas Valombre par éclat, mais par de petites choses presque invisibles. Et souvent, dans les vieilles maisons comme dans les vieux cœurs, ce sont les petits changements qui annoncent les guérisons les plus profondes. La pluie continua encore 2 matins, fine et régulière, lavant les vitres, les marches, les allées du jardin. Lucien reprenait des forces. Il buvait son bouillon sans protester, riait parfois aux histoires de Rosalie et demandait à Gabriel si les portraits du grand corridor avaient toujours l'air aussi sérieux. Gabriel répondait avec une douceur nouvelle. Ils n'ont jamais su sourire. C'est un défaut de famille. Lucien réfléchissait, puis disait « Alors, il faut leur apprendre. » Élise, assise près du feu, entendait ces échanges en silence. Elle ne souriait pas toujours, mais son visage avait perdu une part de cette vigilance douloureuse qu'elle portait depuis son arrivée. Elle observait Gabriel non comme une femme prête à croire, mais comme une femme qui regarde les actes avant les mots, et Gabriel l'acceptait. Le 3e jour, il fit venir Martin, Rosalie, le prêtre du village, et les 2 plus anciens serviteurs de la maison. Non dans le grand salon d'apparat, mais dans la bibliothèque, là où autrefois Élise avait classé les livres, là où son histoire avait commencé en silence. Lucien dormait encore. Élise voulut rester dans la chambre, mais Gabriel lui demanda seulement « Permettez-moi de dire la vérité en votre présence. Vous avez été blessé devant cette maison. Il est juste qu'elle vous entende aujourd'hui. » Elle hésita, puis le suivit. Dans la bibliothèque, la lumière grise entrait doucement par les hautes fenêtres. Les rayonnages sentaient le cuir ancien et la cire. Gabriel se tint debout près de la table centrale. Sur le bois reposaient les 2 lettres, le médaillon et le ruban bleu. Il ne parla pas longtemps. Il ne chercha pas à se rendre noble par la beauté de ses phrases. Il dit simplement qu'Élise avait été accusée à tort, qu'une lettre avait été volée, qu'un mensonge avait été cru, et que lui, Gabriel de Valombre, avait commis la faute de condamner une femme sans l'écouter. Personne ne bougea. Puis il ajouta que Lucien était le fils d'Adrien de Valombre, mais que l'enfant devait la vie, l'honneur et la tendresse à Élise, qu'il avait élevé comme son fils lorsque la famille qui aurait dû le protéger l'ignorait encore. À ces mots, Rosalie pleura sans bruit. Martin baissa la tête. Le vieux prêtre regarda Élise avec une gravité respectueuse. Gabriel se tourna enfin vers elle. « Devant ceux qui ont vu votre nom effacé de cette maison, je demande que votre dignité y soit rendue, non parce que je vous l'accorde, mais parce qu'elle n'aurait jamais dû vous être retirée. » Élise sentit ses yeux se remplir de larmes. Elle aurait voulu demeurer parfaitement forte, mais certaines réparations touchent une blessure si ancienne qu'elle réveille aussi la jeune femme qu'on avait chassée autrefois. Elle répondit d'une voix basse. «
Je ne voulais pas votre humiliation, Gabriel. Je voulais seulement que mon fils ne grandisse pas dans un mensonge. Il ne grandira pas dans un mensonge, dit-il, et vous ne vivrez plus sous le poids du mien. Ce jour-là, aucune grande promesse ne fut faite. Gabriel ne parla ni de mariage, ni d'amour, ni d'avenir tracé comme dans les romans que les jeunes filles lisent à voix basse. Il savait que les cœurs blessés n'ont pas besoin d'être pressés. Ils ont besoin d'un lieu sûr, d'un temps honnête et d'une main qui ne cherche plus à posséder. Lorsque Lucien se réveilla, Élise revint auprès de lui. Le garçon vit ses yeux rougis. « Tu as pleuré, maman ?» Elle s'assit au bord du lit et lui prit la main. « Oui, un peu. Mais ce n'étaient pas des larmes qui font mal. » Gabriel resta sur le seuil. Lucien lui fit signe d'approcher. « Est-ce que je dois partir quand je serai guéri ?» La question traversa Élise avant d'atteindre Gabriel. Le baron regarda d'abord la mère, puis l'enfant. « Tu ne dois rien faire que ta maman ne choisisse pas pour ton bien. Valombre peut être ta maison si elle le souhaite, et si elle préfère un autre lieu, alors Valombre restera une porte ouverte, jamais une chaîne. » Lucien sembla réfléchir longuement. Une porte ouverte, c'est mieux qu'une porte fermée. Élise baissa la tête. Cette simple parole d'enfant disait mieux que tout le chemin accompli depuis la nuit de pluie. Le lendemain matin, la pluie cessa enfin. Une lumière douce se posa sur les jardins. Les feuilles brillaient, les pierres fumaient légèrement sous l'air frais, et les cloches de l'église sonnèrent avec une paix lente. Gabriel fit rouvrir le jardin d'hiver, fermé depuis des années. Les vitres furent lavées, les fauteuils replacés, les plantes arrosées. On y installa un petit bureau pour Lucien, avec des livres d'images, une plume neuve et un ruban bleu posé dans une boîte ouverte. Élise entra la dernière. Elle regarda les tilleuls au dehors, le lieu de la promesse ancienne, puis Gabriel, qui se tenait à distance, les mains jointes devant lui comme un homme qui n'exige plus rien. « Pourquoi avoir ouvert cette pièce ?» demanda-t-elle. Il répondit doucement. « Parce que c'est ici que j'ai commencé à vous aimer sans savoir encore comment être digne de cet amour, et parce que je ne veux plus fermer les lieux où j'ai eu peur d'être heureux. » Élise resta silencieuse. Puis elle posa sa main sur le dossier d'un fauteuil. « Je ne peux pas redevenir celle que j'étais, je ne vous le demanderai jamais. Et je ne peux pas oublier, je ne vous le demanderai pas non plus. » Elle le regarda enfin pleinement. Il n'y avait plus dans ses yeux la jeune espérance d'autrefois, mais quelque chose de plus profond, plus éprouvé, plus vrai. « Alors peut-être, murmura-t-elle, pouvons-nous apprendre à vivre avec ce qui reste ?» Gabriel baissa la tête. « Ce qui reste est déjà plus précieux que tout ce que je croyais avoir perdu. » Lucien entra alors, appuyé au bras de Rosalie, encore pâle mais souriant. Il regarda les deux adultes, puis le jardin brillant après la pluie. « On dirait que le château respire mieux, » dit-il. Élise rit doucement, d'un rire presque étonné d'exister encore. Gabriel s'approcha, sans toucher sa main, mais assez près pour qu'elle sente sa présence, non comme une menace, mais comme une chaleur offerte. Et ce matin-là, au château de Valombre, rien ne fut effacé. Les années perdues restèrent dans les murs, les lettres gardèrent leur pli, les regrets leur gravité. Mais la vérité avait ouvert une fenêtre. Le pardon n'était pas un oubli. Il était une lumière lente qui entrait enfin dans une chambre longtemps fermée. Word count, 1042. Et maintenant, mes amis, laissons doucement Valombre s'endormir dans cette paix nouvelle. La pluie n'est plus qu'un souvenir sur les feuilles du jardin. Les gouttes glissent encore parfois du bord des toits, mais elles ne frappent plus les vitres comme une plainte. Dans le grand corridor, les chandelles brûlent bas. Les portraits semblent moins sévères, peut-être parce qu'un enfant a promis, un jour, de leur apprendre à sourire. Dans la chambre tiède, Lucien dort profondément, une main posée près du ruban bleu. Élise veille encore quelques instants, non par inquiétude, mais par habitude d'aimer. Gabriel reste près de la porte ouverte, silencieux, respectueux, reconnaissant. Il n'entre plus dans la vie des autres avec l'orgueil d'un maître. Il attend, simplement, comme attendent ceux qui ont enfin compris que l'amour véritable ne force rien. Au loin, les cloches du village se taisent. Le feu descend en braise rouge. Une tasse de thé refroidit sur une petite table.
Le médaillon d'or repose près des lettres, non plus comme une preuve douloureuse, mais comme un témoin apaisé. Et lorsque l'aube viendra tout à fait, elle trouvera le château plus calme, le jardin lavé, et 3 cœurs encore fragiles, mais tournés vers la même lumière. Alors, si vos yeux deviennent lourds, laissez cette image vous accompagner. Une fenêtre ouverte, des mains réchauffées près du feu, un enfant qui dort sans peur, et un amour tardif qui n'efface pas le passé, mais apprend enfin à le consoler.